Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bonjour à tous et à toutes et à toutes. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est là, point, bienvenue, point E. Bon jeudi. Quel bon début d'émission, Karima. Tout est écrit. Tout est là. Tout est là. Tout est dit. On est tellement inclusif. Ouais, fais-tu partie de ceux et celles qui disent jeudi, toi, quand c'est le jeudi? Non, surtout pas. Non? Okay, non, d'accord. ça c'est comme le vendredi, là, ça me rend complètement dingo. Mais pourquoi pas, après tout, hein? Hey, il faut qu'on commence absolument avec l'annonce du départ de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. On rappelle que hier, Jean Boulet annonçait qu'il quitterait la vie politique à partir de la fin du mandat. Donc, il ne se présentera pas, Jean Boulet, il l'avait annoncé hier. Mais là, c'est Mathieu Lacombe qui renchérit. C'est le 33e élu caquiste à le faire au courant de ce dernier mandat-là. Mais Mathieu Lacombe, Karima Brick, c'est pas n'importe qui, là. Non, mais Mathieu Lacombe, effectivement, c'était quand même un des ténors de la CAQ. Et on voit, effectivement, là, tu parlais du nombre de départs de ces ténors qui sont partis, que ce soit de Geneviève Guilbeault. Hier, c'était Jean Boulet, effectivement. Et pour Mathieu Lacombe, donc, ministre de la Culture et des Communications, il a été ministre de la Famille, ministre de la Jeunesse, il a été ministre responsable de la région de l'Outaouais et il était ministre de la Culture et des Communications en octobre 2022. Et il avait fait réagir aussi, Rémi, parce que, tu sais, la CAQ, parti autonomiste, parti nationaliste. Ensuite, quand on demande, en fait, c'était une coalition initialement quand même, mais c'est supposé être ça. C'est supposé être ça, mais finalement, c'est ça. On y va souvent avec cette idée d'un parti, comme on dit, ni oui ni non, mais nationaliste. Et lui, il avait dit qu'il voterait oui à un référendum sur la souveraineté, là, quand même. Donc, il avait affiché ses couleurs. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de lui? Qu'est-ce que ça nous dit de son futur? En tout cas, on verra, on va surveiller. Apparemment, la conférence de presse, ça devrait être à 10h30. Donc, on en saura un peu plus. Évidemment, on va surveiller ça pour vous. On est sur nos pitons, on est sur les alertes, on regarde tout ça. Mais aussi pour Christine Fréchette, c'est quand même, j'allais dire, c'est quand même, même s'il avait appuyé pendant la campagne à l'interne là, pour la course à l'investiture qui allait devenir le prochain chef ou la prochaine chef de la CAQ, il l'avait soutenu. Mais ça reste un désaveu, là, parce qu'en général, quand on quitte le navire, oui, il peut y avoir des raisons personnelles ou autres, mais c'est aussi un signe que les choses ne vont pas si bien que ça, qu'on n'a pas l'impression qu'on va mettre nos billes dans ce parti-là, qu'il représente forcément l'avenir. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup qui quittent. Je suis désolée, mais c'est aussi une forme de désaveu. Oui, puis Mathieu Lacombe, à ma connaissance, personne ne le détestait vraiment. C'est-à-dire, on a quand même entendu, on va en parler tantôt avec François Fournier, mais on a entendu la CSN réagir au départ de Jean Boulet en disant ça nous fait pas un pli, on sortira pas les boîtes de mouchoirs, c'est le pire ministre du Travail depuis les années 60. Jean Boulet avait des ennemis dans la société civile et peut-être même qu'il faisait pas l'unanimité au caucus. Mais Mathieu Lacombe, à ma connaissance, c'est une personnalité plutôt consensuelle. Les gens l'aimaient bien, l'aimaient beaucoup. Il avait des chances de remporter à nouveau une élection, même s'il était donné perdant selon les agrégateurs de sondage. Quelqu'un qui est vraiment, vraiment bien installé dans la région, un ancien journaliste, on le sait, mais on en reparle tantôt, on va en parler en profondeur. Moi, je lance une question aujourd'hui. On fait ça, Karima, depuis quelques jours. On lance des questions du jour. Les gens répondent pas mal. Est-ce que l'enfance, on change de registre, là. Oui. Est-ce que l'enfance, c'était mieux avant? Bien, souvent, c'est parce qu'on va dire que c'était mieux avant, parce qu'on avait moins de préoccupations et tout ça. Mais c'est une vraie question. C'est vrai. Est-ce que quand, tu sais, des générations, on peut s'en parler maintenant, il y en a qui ont 50, 60, 70 ans, il y en a qui ont 20 ans, on se rappelle de son enfance. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on était plus insouciant? Est-ce qu'on avait l'impression que l'avenir était plus rose devant nous? C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile aujourd'hui pour les enfants que ça a pu l'être dans votre enfance? Et pourquoi on a pensé à cette question-là? C'est parce qu'il y avait cet article dans le magazine, en fait, Psychologie. Et d'ailleurs, il y a aussi une chronique de Richard Martineau qui a posé la question sur le fait que, oui, cette génération-là, les personnes nées entre 1960 et 1970, je vais vous lire le titre de l'article aussi, là, ça va vous donner une idée, c'est les personnes nées entre 1960 et 1970
constituent la dernière génération à avoir eu une enfance heureuse d'après le psychologue Peter Gray. Et là, pourquoi apparemment que ça serait cette génération-là qui aurait une enfance heureuse? Évidemment, il y a toujours 1000 des cas. exceptions, évidemment. 1000 cas, je veux dire, individuels et plus, puis tout le monde a pu vivre des choses difficiles, mais globalement, quand on parle de génération, apparemment que ça aurait été cette génération qui aurait eu une enfance plus heureuse, et on va vous détailler pourquoi. Ben en fait, principalement, ce qu'on dit, c'est que les parents, de la façon qu'ils ont éduqué les enfants, non seulement ça rendait les enfants plus heureux, on pense par exemple à la possibilité de la permission du jeu. Aujourd'hui, le jeu est suspect. Là. Moi, je raconte toujours la même histoire. C'est la dernière fois que je le fais, là, mais j'ai quelqu'un de très proche de moi dans mon entourage qui, il y a quelques années, me disait un jour, je vais avoir un garçon. Puis ça va être un guerrier, ça va être un aventurier, il va courir partout, il va jouer, il va sauter par-dessus les affaires. Tu sais, ça va être Spider-Man, cet enfant-là. Et l'enfant est venu au monde. Et un beau jour, je suis en train de prendre une bière avec le père, donc mon ami, puis j'ai dit, puis cet enfant-là, es-tu devenu ce qui était, ce qui était censé devenir? Comme dit la chanson, es-tu devenu ce que tu as voulu? Exactement. Puis là, il m'a répondu, non, mais t'es-tu fou aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? J'ai dit, mais il fait pas de vélo, ton enfant, il fait pas de sport. Ben voyons donc, aujourd'hui, courir dehors, il va se faire enlever. À l'époque, on était moins sa panique. Et donc, les enfants pouvaient courir, pouvaient disparaître de la maison, revenir à dîner, repartir. Ah, le soleil, ils sont où les enfants, là? Ben, on les a vus au coin de la rue avec le petit Denis puis le petit Yves. Ils s'en reviennent, inquiète-toi pas. Il y avait un adulte. On faisait confiance aux gens. Donc ça, c'est un élément de réponse. Puis le deuxième, ben, c'était aussi la possibilité pour les enfants, il n'y avait pas les écrans. Les maudits écrans. Je ne sais pas si tu vas aller voir le film. Je sais que Marianne Bessette, qui travaille avec nous à la recherche, est allée le voir, mais Histoire de jouets. Donc, elle est allée le voir, je pense, hier, Marianne. Puis je me trompe où, parce que je vais y aller moi aussi, je me trompe où ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a des jouets, mais qui ne trouve pas de gens avec qui jouer parce que tout le monde est sur la tablette. Exact. Et c'est tellement crève-cœur, mais c'est tellement bon aussi. Tu vois les deux côtés de la médaille, à quel point les jouets sont délaissés, la tablette prend de plus en plus d'espace. Bon, je veux pas dire de punch, là, mais c'est très familial, très rassembleur, mais ça montre un peu l'actualité, à quel point, oui, on est tous ensevelis par nos écrans dans toutes les familles. Mais ça, c'est vraiment intéressant, effectivement, parce que, tu sais, on parle beaucoup des écrans. C'est vrai que ça influence énormément. C'est que j'ai l'impression aussi, c'était, tu sais, le territoire de l'enfance, tu avais un territoire préservé. Tu pouvais être dans une espèce de monde imaginaire. Tu avais le temps de t'ennuyer, parce qu'effectivement, les écrans, tout de suite, t'as pas le temps, là. Tu sais, t'as ton shoot de dopamine, et les enfants sont très réactifs, puis on a tous une fascination envers l'écran. D'ailleurs, tu sais, quand on était jeune, on aimait ça, aller voir des films, mais c'était, tu sais, t'allais voir un film à un moment donné, il fallait que t'ailles au club vidéo, te chercher ta cassette pour, tu sais, et c'était un moment, t'écoutais peut-être un film, puis c'est tout. Donc, t'avais ces moments-là où, effectivement, tu t'ennuies. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant que tu t'ennuies? Il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu crées ton imagination, ta créativité. Tu t'inventes des jeux, tu t'inventes des mondes imaginaires. Tu vas explorer dehors. Tu prends ton bicycle, puis tu pars. Puis tu vas aller cogner chez je sais pas comment il s'appelait à cette époque-là, là, chez Denis, puis Jean, puis Francine. Puis là, t'allais cogner. Puis là, let's go, hey, la gang, on s'en va en skateboard, puis tu vas faire les 400 coups, tu sais. Faut que tu te parles. Mais tu sais que ça, je suis un peu nostalgique de ça. Tu sais qu'on a des statistiques sur le vélo, en passant. The Atlantic, c'est un magazine américain, juillet 2025, a produit un reportage et voici les statistiques. Aux États-Unis, dans les années 90, ils ont calculé que 20 millions et demi d'enfants de 6 à 17 ans avaient utilisé en une année au moins le vélo 6 fois. Donc, on a 20 millions d'enfants dans les années 90, en moyenne, par année, utilisaient leur vélo au moins 6 fois par année. En 2023, ça a été réduit de moitié. C'est incroyable quand même. Non, mais c'est parce que c'est ça l'enfance aussi. Rappelez-vous, fermez les yeux, là, à moins que si vous êtes sur la route, ouvrez-les par contre. Là. C'est ça l'enfance. C'est prendre son petit vélo, puis s'en aller, puis... aller chercher un petit popsicle au dépanneur. Te perdre. Ben oui, te pogné perdre. dans le fin fond d'une ruelle. C'est quoi cette place-là? Je suis jamais venu ici. Ouais. Ben ouais, c'est ça, c'est l'enfance. Puis les écrans, on dirait que c'est... Pour moi, les écrans, c'est l'âge adulte. Mais c'est ça, il n'y a pas de frontières entre... Il n'y a plus de terrain d'enfance. C'est ça. Les écrans, c'est la pression, c'est la compétition, c'est la projection de quelque chose d'autre, une représentation de quelque chose d'autre, alors que l'enfance, c'est toujours bien le moment de goûter, de toucher, de ressentir des affaires. Je trouve ça absolument triste. C'est très, très triste. Puis il y a beaucoup de parents qui sont bien intentionnés.
C'est ça que, je pense, raconte le film Histoire de jouets, le dernier, c'est que on voudrait tous que notre enfant soit cet enfant-là des années 90, 80, 70, mais si les autres ne le sont pas, ben c'est comme si notre enfant allait être ringardisé, allait être tout seul. Mais ça me fait penser à ces débats qu'on a souvent sur l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est comme on a envie d'y aller, puis en même temps, on voit les ravages que ça peut faire aussi. On veut pas être, comme tu dis, ringardisé. Mais quand même, sur l'enfance, je pense que la plupart des parents là, sont, comme tu dis, bien intentionnés. Ils veulent préserver ce terrain-là de l'enfance. Mais tu as raison, tu sais, cette espèce d'anxiété sociale qu'on peut transmettre aux enfants, tu sais, le côté éco-anxieux, ce côté-là, la vitesse, en fait, il y a souvent eu cette pression-là envers les enfants, mais la pression de la vitesse, je pense qu'elle est très, très, très prégnante aujourd'hui. Puis oui, ça crée une pression, un stress sur les enfants et ce côté panique. On est tellement informés de tellement d'affaires, peut-être qu'on transmet cette anxiété. Tu sais, la meilleure image, c'est les fameuses laisses pour les enfants. Tu sais, je sais que vous allez me dire, oui, mais si tu vas à la ronde ou je sais pas trop quoi, mais tu sais, l'image de la laisse là, de l'enfant, il y a 4 ans, puis tu as peur qu'il fasse 2 mètres, il y a quand même cette idée-là, effectivement. Peut-être qu'on ne transmet pas cette résilience à construire pour les enfants. On a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit, autrefois, la création passait par une boîte de carton et aujourd'hui par Fortnite. Ça, c'est tellement vrai. On fait même plus confiance aux enfants. On pense que ça leur prend tout l'appareil de jeu le plus moderne, le plus contemporain, la dernière version Windows de ci, de ce, puis Windows. Ça paraît que je suis en 94. Donc, un enfant, normalement, si c'est bien constitué, ça peut jouer avec une roche. Ça peut jouer au soccer avec une roche. Ça peut prendre deux maudits gros sacs d'école puis faire un filet avec ça. Mm-hmm. C'est capable de faire ça, un enfant. Mm-hmm, puis, tu viens de toucher à un point essentiel. Toi, t'es né en quelle année, Karima? C'est vrai que ça se pose pas ces questions-là. Hein. T'es né en 92, j'imagine? Non, je suis née quand même avant. Okay. Oui. Non, moi, je suis de la décennie des années 80. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que... Puis c'est pas d'être, tu sais, la ligue du vieux poil, là, puis c'était donc bien mieux dans le temps. C'est pas ça. C'est juste de voir qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on veut retrouver, qu'est-ce qui est bien de notre époque. Tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est pas de dire tout était mieux avant. Non, tout était pas mieux avant, mais il y a peut-être des choses qu'on a envie de garder. Et c'est pas pour rien qu'il y a aussi une sorte de nostalgie. On peut penser, par exemple, à la série Stranger Things qui se déroule justement dans les années 80. Il y avait cette espèce d'appétit, là, cette fameuse série un peu fantastique qui se déroule là-bas avec des objets. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça, mais c'est pas pour rien aussi. Mais moi, je pense juste le fait de, tu sais, fermer les yeux et de se rappeler ces étés qui semblaient interminables, longs, parce que le temps était comme allongé. Quand tu peux créer dans ta bulle, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller voir les amis, je pars à vélo. Tu te sens comme un petit adulte parce que, tu vois ce que je veux dire? Tu développes justement, tu te sens cool, tu vas aller voir tes amis en vélo, tu t'en vas à la piscine avec tes amis, tu as 12 ans. Tu sens que c'est ton univers aussi qui t'appartient. Que la vie te fait confiance aussi. Et que tu fais confiance à la vie. Je note qu'on ne sait toujours pas en quelle année t'es né.